Bonjour, je m'appelle Jennifer Benetton et je suis chef de projet du Centre d'excellence autisme et troubles du neurodéveloppement qui s'appelle iMind. iMind a été labellisé en 2020 et il a la particularité de s'occuper des problématiques de l'adulte. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'autisme et nous avons décidé de donner la parole à Anne, une personne avec autisme, pour une session de questions-réponses avec Angela Sirigu et Caroline Demilly qui sont les deux porteuses du projet iMind. Bonjour, je m'appelle Anne. J'ai eu un diagnostic de trouble du spectre autistique à l'âge de 53 ans. Je suis donc absolument ravie de voir actuellement la naissance d'un centre dédié à l'autisme adulte. J'aurais beaucoup aimé bénéficier de ça à l'époque où je n'avais pas d'explication à mes difficultés. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir poser quelques questions à la fois sur la clinique et peut-être la recherche sur l'autisme. Bonjour, je m'appelle Caroline Demilly, je suis psychiatre, je suis chef d'un pôle situé à l'hôpital du Vinatier à Bron, consacré à l'autisme et à la déficience intellectuelle. Je suis également coordonnatrice avec Angela Sirigu du centre d'excellence iMind dédié aux problématiques adultes en autisme. Ce centre se veut promouvoir une recherche inclusive, translationnelle et veut aussi redonner une place dans la société aux usagers. Bonjour, je suis Angela Sirigu, je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille à l'Institut des sciences cognitives Marc Jeannoro. Je dirige avec Caroline Demilly la partie scientifique de iMind, qui est le nouveau centre qui vient d'être labellisé à l'hôpital des Vinatiers à Bron. Je m'intéresse depuis maintenant plus de 20 ans à l'autisme, ça me passionne et j'effectue des recherches au niveau préclinique, mais aussi j'aime beaucoup les contacts avec les patients et comprendre pourquoi ils ont ces problèmes, les problèmes en fait qu'eux-mêmes exposent de façon très claire. Donc nous souhaitons les aider avec Caroline et j'espère que nous réussirons dans ces projets. Nous sommes nombreux à nous poser la question, nombreuses en réalité, à nous poser la question sur un possible lien entre autisme et hormones. Est-ce que c'est avéré et où en sont les recherches? Merci Anne pour cette question. C'est une question très actuelle en effet. Et il y a beaucoup de laboratoires de recherche et aussi des centres cliniques qui se penchent sur la relation entre autisme et hormones. D'après plusieurs recherches qui ont été effectuées au niveau préclinique, donc sur des animaux, on sait qu'il y a une relation très étroite entre certaines classes d'hormones, par exemple l'ocytocine et la vasopressine, et le comportement social, et éventuellement ont une influence de ces hormones dans l'apparition des troubles de type autistique. L'ocytocine est très importante à la naissance. Elle est impliquée dans l'attachement maternel. Et on sait que, d'après justement ces études précliniques, c'était montré que lorsqu'on interrompt l'action de l'ocytocine à la naissance, on a un dysfonctionnement au niveau de la neurotransmission. Or, nous avons effectué aussi des recherches dans notre laboratoire dans lesquelles, basées sur cette hypothèse de l'ocytocine, on a donc donné à des sujets autistes des doses d'ocytocine et on a remarqué que leur comportement social et leur compréhension aussi des contextes sociaux s'améliorent notablement. Merci. Je pense que la réponse à votre question, Anne, est que oui, il y a un lien clair entre hormones et autisme et je pense qu'il faut approfondir cette question avec la recherche fondamentale. Concernant les formes d'autisme familial, à quel moment, quel niveau de difficulté conseilleriez-vous un diagnostic chez d'autres membres de la famille? Alors selon les recommandations HAS publiées en 2010, les personnes avec autisme devraient avoir accès au diagnostic génétique. Donc je dirais que la question se pose pour chaque personne. Dans les faits, on aboutit en général à un diagnostic génétique dans des formes plutôt isolées dans la famille, ce qu'on appelle des formes de novo, c'est-à-dire lorsque l'enfant est porteur d'un trouble du spectre de l'autisme, mais
ses parents ne sont pas porteurs, ni ses frères et sœurs. Et on aboutit également plus facilement à un diagnostic dans les formes syndromiques d'autisme, c'est-à-dire qui s'accompagnent d'antécédents neurodéveloppementaux ou pédiatriques. Dans les faits, dans les formes familiales, qui correspondent en général à des formes polygéniques, c'est-à-dire qu'un grand nombre de gènes combinent leurs effets pour créer une vulnérabilité, on aboutit moins facilement à un diagnostic. Je dirais qu'il faut une vigilance particulière lorsque l'on suspecte une forme d'autisme liée au chromosome X. Vous savez que dans un certain nombre de cas, des anomalies du chromosome X peuvent être portées par des femmes sans qu'il y ait de manifestations cliniques et ne s'exprimer que chez les jeunes garçons. Il y a alors un risque de récidive familiale si on ne fait pas attention à cette configuration particulière et si on ne recherche pas un diagnostic lié à l'X. En fait, je pensais également un éventuel rattrapage pour des adultes n'ayant pas identifié la nature de leurs difficultés, mais étant en détresse. L'utilité pour ces personnes, s'il y a déjà eu des diagnostics d'autisme dans la famille, d'accéder ou d'avoir la possibilité d'accéder à un diagnostic, ce qui n'est pas évident dans tous les départements français. Alors en fait, il y a deux questions. Il y a la question du diagnostic clinique de troubles du spectre de l'autisme et malheureusement, encore aujourd'hui en 2021, force est de constater que tous les adultes n'ont pas accès au diagnostic clinique. Et ensuite, il y a la question du diagnostic étiologique, génétique. Et là, effectivement, les adultes n'ont pas encore suffisamment accès au diagnostic. Je dirais que les deux questions se posent, à la fois du côté clinique et à la fois du côté génétique également. Et c'est vrai qu'il est important que les services de neuropédiatrie, de neurologie, de psychiatrie et de génétique travaillent main dans la main en lien avec les centres ressources autisme et avec les centres d'excellence qui ont été labellisés en France pour augmenter l'accès aux diagnostics cliniques et génétiques en autisme. Et donc, pour continuer un peu dans le même sens, le spectre de l'autisme couvrant des réalités très différentes, étant très large, où placer la frontière entre un autisme limite et la neurotypie? Alors en fait, Anne, on aborde là la question finalement du continuum entre la neurotypie et la neuroatypie. Et je ne suis pas convaincue qu'on puisse faire deux catégories, avec d'un côté les personnes qui seraient strictement neurotypiques et de l'autre côté des personnes qui seraient porteuses d'un trouble du spectre de l'autisme. Tout cela est un continuum qu'on appelle la neurodiversité, avec des individus qui se placent à des degrés divers tout au long de ce continuum. On a des personnes dont la présentation, le quotidien, les modalités relationnelles approchent ceux clairement définis dans les troubles du spectre de l'autisme, et d'autres individus qui sont tout au long de ce continuum, qui peuvent présenter quelques particularités à rapprocher de l'autisme sans avoir tous les critères diagnostiques. Je pense que vouloir faire une dichotomie claire, précise, entre des personnes qui seraient clairement neurotypiques et des personnes qui seraient clairement porteuses d'un trouble du spectre de l'autisme ne correspond pas à la réalité clinique. Est-ce que je dois comprendre que du coup, il y aurait presque autant de neurotypies que d'individus? Il y a des individus neurotypiques qui, à un certain moment de leur vie, ils ont des difficultés de nature sociale ou de nature motrice, etc. Et donc, je veux dire, ce n'est pas les troubles du spectre autistique ne peuvent pas être réservés simplement à quelqu'un qui a, tout au cours de sa vie, éprouvé des difficultés de ce type. Lorsqu'on les diagnostique, il faut de l'aide, c'est clair. Il y a une dysfonction. Et là, il faut de l'aide pour que l'individu puisse se réinsérer dans la société. Après, dans les troubles du spectre de l'autisme, on a tendance à vouloir toujours de manière assez caricaturale schématiser ce diagnostic. Que l'on soit
du côté de la déficience intellectuelle ou au contraire du côté de la surdouance. Et c'est vrai que l'image des troubles du spectre de l'autisme dans la population générale eh bien, est très souvent associée à des images un peu caricaturales de personnes surdouées ou au contraire de personnes avec déficience intellectuelle, alors que la majorité des personnes avec autisme n'ont pas de déficience intellectuelle et n'ont pas non plus de surdouance. Ce sont des adultes qui mènent leur vie dans la société avec quelques particularités des interactions, mais qui ne peuvent pas être schématisées dans l'une ou l'autre de ces catégories. Avec le temps, les difficultés sensorielles, de mon expérience, non seulement elles ne s'améliorent pas, mais elles ont tendance à croître. Je dois dire qu'au bout d'un moment, on se demande qu'est-ce qui sera du vieillissement des personnes qui ont une énorme difficulté sensitive. C'est pour cela qu'il ne faut pas dénier la condition du trouble du spectre autistique. Il faut l'affronter, je dirais, et pour aider les patients qui en souffrent. En particulier, les troubles du spectre autistique sont aussi associés à des niveaux d'anxiété très élevés. Et donc, l'aide, elle est très importante pour ces personnes. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'acharner à faire une distinction entre les neurotypiques et les personnes qui ont des troubles du spectre autistique. Il y a des personnes qui souffrent, ont besoin d'aide et qu'il faut aider, c'est tout. Alors moi, j'adore votre réponse parce que justement, comme il n'est pas toujours évident d'avoir accès à un diagnostic, puisque bon, l'offre médicale est quand même assez disparate sur le territoire, c'est vrai que s'appliquer à résoudre la difficulté, d'aider la personne, de l'accompagner par difficulté, ça me paraît beaucoup plus efficace. Déjà, ça permet à des personnes d'avoir de l'aide en absence de diagnostic. La grosse difficulté que j'ai moi rencontrée, mais que rencontrent mes enfants aussi, et d'autres personnes à qui j'ai pu parler, c'est de se faire accompagner quand on n'a pas de diagnostic. En fait, souvent, n'ayant pas de diagnostic, il n'y a pas d'accompagnement avec. Exactement. Voilà. On ne peut pas mettre en place une réhabilitation, une rééducation, un accompagnement, hein, si on ne sait pas c'est quoi le diagnostic de la personne. Donc le diagnostic, il est crucial. Et ça s'impose encore plus pour les enfants qui sont tout petits. Parce que là, on peut les aider. On sait, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'une réhabilitation précoce, on récupère beaucoup d'enfants qui peuvent, en fait, à l'âge adulte, s'ils ne sont pas aidés, faire de longs séjours dans les hôpitaux psychiatriques. Alors comme ça, on les réinsère complètement dans leur vie normale. Je suis toujours un peu étonnée qu'on se focalise que sur ce qui se voit de l'extérieur et pas forcément de ce qui se ressent de l'intérieur. Et je ne suis pas la seule à avoir l'impression d'avoir une difficulté d'exécution, que ce soit pour initier une action ou un mouvement, même physiquement, entre le moment où j'ai l'impression d'envoyer l'ordre et le moment où j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Est-ce que ça a été constaté et est-ce qu'il y a des études à ce sujet? Il peut y avoir un lien entre fonction exécutive et troubles du mouvement, mais pas nécessairement. On peut avoir des problèmes d'initiation du mouvement indépendamment du contrôle cognitif qu'on peut exercer sous nos mouvements. On sait que souvent, la capacité à exécuter des mouvements peut venir du fait qu'on ait des difficultés à les représenter et dans certaines conditions même à les imaginer, ces mouvements. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a une relation étroite entre les deux. Donc, oui, les troubles du mouvement, les problèmes liés au mouvement de l'autisme peuvent être liés à son contrôle, mais aussi à la capacité à se représenter le mouvement lui-même. Qui pourrait donc expliquer une latence, le temps qu'on imagine le mouvement, ou est-ce qu'il y aurait donc une latence de décomposition de mouvement Lorsqu'on a fait une expérience, lorsqu'on demande à des personnes autistes de reconnaître leurs propres mouvements, souvent on observe des difficultés. Okay? C'est comme si la cinématique, la manière, la forme du mouvement lui-même n'est pas reconnue. Alors, on pense que cela est lié à un facteur prédictif du contrôle moteur. Okay? Souvent, quand on fait prédictif, souvent quand il y a beaucoup de théories
liées au contrôle moteur qui montrent que lorsqu'on fait un mouvement, on anticipe les effets, les conséquences sensorielles de ce qu'on doit faire. Okay? Cette anticipation pourrait poser un problème chez les personnes souffrant d'autisme.